Je suis un roi qui a enfermé sa femme dans une tour. Si cela ressemble à un conte de fées, détrompez-vous. Sa femme a passé 20 années éprouvantes là-dedans, et il n'y avait ni animaux parlants animés, ni longues mèches de cheveux pour la sortir de là. Philippe était dur comme l'acier, mais il avait une raison de tenir ses épouses à distance, un sombre secret qui l'emporterait dans sa tombe. Philippe est né à Gonesse le 21 août 1665, fils du roi Louis VII et de sa troisième épouse, Adèle de Champagne. Après avoir eu 4 enfants avec 2 épouses différentes, Philippe fut le premier fils du roi. Louis avait déjà 45 ans lorsque Philippe naquit et sa santé était fragile. Il était donc pressé de faire proclamer son fils co-régent. Le 1er novembre 1179, alors qu'il n'avait que 14 ans, l'archevêque Guillaume aux blanches mains oignit Philippe roi de France lors d'une cérémonie fastueuse. Louis, pressé de régler les derniers détails avant la fin de sa vie, trouva une épouse pour son fils. Elle s'appelait Isabelle d'Hainaut, et le jour de son mariage, elle avait 10 ans, tandis que son époux en avait 14. Ce mariage était une alliance avantageuse et de taille. Les parents d'Isabelle étaient un comte et une comtesse, donc de véritables royaux. Isabelle apportait également une dot considérable, le comté d'Artois. Ce vaste territoire serait d'un grand secours pour la France. Mais même avec cette dot impressionnante, tout le monde n'était pas satisfait de ce mariage, en particulier la mère de Philippe. Croyez-le ou non, Isabelle, malgré son jeune âge, était déjà promise à un autre homme. À l'âge d'1 an, son père l'avait fiancée à Henri, qui n'était pas seulement le comte de Champagne, mais aussi le neveu d'Isabelle. Isabelle n'était pas ravie que son neveu perde sa promise. Mais Isabelle n'était pas satisfaite de beaucoup de choses. Elle n'approuvait pas non plus que Philippe soit roi. Elle et les 4 oncles de Philippe pensaient tous que ce n'était pas une bonne idée, que Louis, affaibli, cède le trône à Philippe, alors qu'il était encore si jeune. Eh bien, moins d'1 an après que Philippe fut devenu roi, Louis mourut. Et désormais, Philippe pouvait mettre en œuvre certaines de ses propres idées. Par exemple, son père avait été assez amical avec les Juifs et les avait même protégés. Philippe n'avait pas les mêmes sympathies. Peu après être devenu roi, il confisqua tous les biens des Juifs. Il les força ensuite à se convertir au christianisme. Et des années plus tard, il alla encore plus loin. En 1982, il expulsa tous les Juifs des terres appartenant à la famille royale. Il voulait aussi construire un marché à Paris. Pour ce faire, il détruisit des maisons, toutes appartenant à des Juifs. Et ce n'était pas encore le pire de la persécution menée par Philippe. Cela revient à l'exécution par le feu de près de 100 Juifs à Brie-Comte-Robert. Malgré les plaintes d'Adèle, Isabelle devint reine le 28 mai 1180, 1 mois seulement après son mariage avec Philippe. À l'âge de 14 ans, Philippe était loin d'être enthousiaste à son sujet, car elle n'avait pas encore donné naissance à un fils. Être âgé de 14 ans à l'époque était quelque peu différent d'aujourd'hui. Cependant, il y avait une autre raison pour Philippe d'être en colère contre sa femme. À ce moment-là, il menait aussi une guerre contre la Flandre. Au milieu du conflit, il vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Le père d'Isabelle soutenait la Flandre. Comment pouvait-il avoir une épouse dont le père était du côté adverse? Pour Philippe, c'en était trop. À ses yeux, sa femme était un échec, et il devait s'en débarrasser. Isabelle découvrit que son mari voulait se séparer d'elle, et elle réalisa que seule une action drastique lui permettrait de rester mariée à Philippe, et, plus important encore, de conserver son titre de reine de France. Elle élabora donc un plan. Elle ôta ses chaussures et revêtit les habits d'une pénitente, c'est-à-dire quelqu'un de profondément repentant, et entra dans l'église. Son but était de gagner la sympathie du peuple. Elle pensait qu'en la voyant pieds nus et en haillons, il la soutiendrait pour qu'elle conserve sa place de reine. Le peuple était-il
si facilement manipulable? La réponse est oui. Une grande foule se rendit au palais et se mit à crier. Il voulait faire savoir au roi qu'il ne pouvait pas simplement écarter Isabelle. À l'intérieur du palais se trouvait l'oncle de Philippe, Robert, l'un de ceux qui s'étaient opposés au mariage dès le départ. Il entendit la foule en colère et échafauda son propre plan. Robert savait qu'il ne pouvait pas l'emporter face à une foule si forte et passionnée, alors il décida d'empêcher Philippe de répudier sa fiancée. Mais Robert avait un motif caché. Il savait que perdre Isabelle signifiait aussi perdre le comté d'Artois. Isabelle était là pour rester, du moins pour le moment. Son plan avait fonctionné. Mais si elle voulait rester, elle devait produire un héritier mâle. En 1187, alors qu'elle avait 17 ans, Isabelle donna enfin naissance à un fils, Louis, nommé d'après son grand-père. Cela consolida enfin sa position de reine de France. En 1190, Isabelle donna naissance à nouveau, cette fois à des jumeaux. Le premier enfant mourut le jour même de sa naissance. Le lendemain, Isabelle mourut des complications de la grossesse. 2 jours plus tard, l'autre nouveau-né mourut également. Pendant que toute cette tragédie se déroulait, Philippe était en Normandie, combattant Richard Ier d'Angleterre. La nouvelle de la mort de sa femme et de ses jumeaux le poussa à faire quelque chose d'étrange. Il signa une trêve rapide et rentra précipitamment à Paris. Une fois sur place, il vérifia qu'Isabelle avait été correctement inhumée, pleura pendant environ 1 semaine, puis retourna immédiatement en Normandie. 3 ans plus tard, Philippe était à la recherche d'une seconde épouse. Ses motivations pour se remarier ne sont pas tout à fait claires cette fois-ci. Sa fiancée était Ingeborg, dont le père était le roi du Danemark. Peut-être était-ce la dot, un montant considérable de 10 000 marks. C'était une belle somme, mais valait-elle un mariage? À en juger par son comportement lors du mariage, il semblait que Philippe lui-même n'était pas sûr de la raison de ce mariage. Lors d'un dîner après la cérémonie, Philippe n'avait pas l'air bien. Il était visiblement pâle et semblait pressé que la cérémonie se termine. Une fois les formalités achevées, il passa à l'action. Il envoya sa nouvelle épouse dans un couvent et se rendit directement auprès du pape. Ce qu'il voulait, c'était mettre fin à ce mariage, qui n'avait que quelques heures. Bien sûr, le pape Célestin III fut abasourdi. Quand il demanda à Philippe pourquoi, le nouveau marié déclara que c'était parce qu'il n'avait pas consommé le mariage. De toute évidence, Philippe voulait s'en sortir, mais sa raison n'avait aucun sens. Ingeborg, pas prête à simplement s'effacer, insista sur le fait qu'elle et le roi avaient consommé le mariage. En fin de compte, le pape décida que Philippe ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre, car il avait déjà une épouse parfaitement valable. La décision du pape était claire, mais Philippe allait-il s'y conformer? Il avait déjà trouvé une nouvelle fiancée, Marguerite, âgée de 13 ans, qui était en route depuis Genève. Son père, Guillaume Ier de Genève, avait approuvé l'union et accompagné sa fille à Paris. Sur le chemin, cependant, l'escorte fut attaquée par Thomas, comte de Savoie. Quand Thomas posa les yeux sur la jeune Marguerite, il décida qu'il la voulait pour lui. Il la sépara de force de son père, et ils partirent ensemble au coucher du soleil. Pauvre Marguerite, elle était plus ou moins la prisonnière de Thomas, mais bientôt, il tomba amoureux de la fille qu'il avait enlevée. Ils finirent par se marier, eurent 14 enfants et vécurent heureux pour toujours. C'étaient des temps très différents. Pendant ce temps, Philippe fit emprisonner Ingeborg. 3 ans après leur étrange mariage, il avait trouvé une autre fiancée. Et en juin 1196, il épousa Agnès de Moranie. Bien sûr, selon le pape, cela signifiait que Philippe avait 2 épouses, ce qui n'était pas acceptable. Quand le pape apprit le mariage de Philippe avec Agnès, il le condamna. Philippe s'en moquait. Il continua à vivre avec Agnès comme mari et femme. Quand, en 1199, le pape découvrit que Philippe le défiait, il plaça toute la France sous interdit. Cela signifiait
que la France était désormais hors du monde, sur lequel le pape avait juridiction. C'était une affaire sérieuse si votre pays était catholique. Ingeborg envoya des lettres à Philippe, disant que les conditions dans lesquelles elle vivait étaient dures. Ses geôliers dans le château la maltraitaient, et elle envisageait de mettre fin à ses jours. Au lieu de montrer de la compassion envers sa femme, il la fit simplement transférer dans une tour où elle n'avait pas assez à manger et où elle n'était pas autorisée à recevoir de visiteurs. Avec sa fiancée bien enfermée, Philippe et Agnès eurent 2 enfants, ce qui rendit le pape encore plus furieux. Après tout, ces enfants étaient illégitimes. Le pape alla plus loin. Il excommunia Philippe. Cela troubla le roi et il promit de se séparer d'Agnès. Pendant cette séparation, Agnès tomba enceinte de leur 3e enfant. Heureusement, cette fois, elle mourut pendant l'accouchement. Philippe voulait que le pape déclare ses enfants avec Agnès légitime, et en 1201, le pape accepta, sachant que cela serait politiquement avantageux pour lui. Philippe n'avait plus qu'une seule épouse, mais il n'en voulait toujours pas vraiment. Il demanda à nouveau au pape l'annulation de son mariage avec Ingeborg. Cette fois, l'excuse qu'il donna au pape était qu'il avait besoin d'une annulation à cause de la sorcellerie. Il affirma qu'Ingeborg avait utilisé la sorcellerie, ce qui rendait impossible toute relation conjugale entre eux. Même le pape, qui semblait parfois soutenir Philippe, ne put accepter cette version. Philippe était coincé avec une épouse dont il ne voulait pas. Cependant, il s'intéressait au trône du royaume d'Angleterre. Il réalisa que ce trône serait plus accessible grâce au lien d'Ingeborg avec le trône danois. Alors que le Vatican avait parfois soutenu Philippe et parfois non, il était maintenant temps pour le pape d'avoir besoin d'une faveur de Philippe. Il y avait un groupe de personnes à Languedoc qui vivaient d'une manière contraire à tout ce que prêchait l'Église catholique. Le pape demanda à Philippe de l'aider à les remettre dans le droit chemin, par la force si nécessaire. Philippe semblait rancunier et ne se souvenait que des fois où le Vatican s'était opposé à lui, et donc il rendit l'appareil au pape. Malgré toute sa mesquinerie, son intolérance et ses tendances psychopathes, Philippe laissa effectivement une empreinte indélébile sur la nation française. Il fit paver les rues de Paris. Il construisit également le marché des Halles. Bien que la cathédrale Notre-Dame fût déjà en construction lorsque Philippe devint roi, il s'assura qu'elle soit achevée. Il supervisa aussi la construction du Louvre. À l'époque, ce n'était pas une galerie d'art, mais une forteresse. Toutes ces constructions furent une aubaine pour Paris et restent aujourd'hui une attraction pour les touristes. L'Université de Paris reçut une charte de Philippe, et Paris devint connue comme la première ville des enseignants. On la comparait à Athènes en tant que grande civilisation mondiale. Il contribua également à l'industrie du vin en créant la bataille des vins, une compétition qui fit de la France un leader dans tout ce qui concerne le rouge, le blanc et le rosé. Mais le plus grand changement apporté par Philippe fut probablement l'apparence de la France sur une carte. Avant son règne, la France était 3 fois plus petite qu'elle ne le devint ensuite. Par sa volonté et son travail acharné, il conquit les terres au nord de la Loire, qui appartenaient depuis longtemps aux Anglais. Ce fut un mouvement vital, car il donna à la France un accès à la mer au nord. Personne n'a jamais vraiment compris pourquoi Philippe tourna si résolument le dos à certaines de ses épouses. Dans sa pièce de théâtre de 1966, Le Lion en hiver, le dramaturge James Goldman a apporté un éclairage sur la question. La pièce suggère que peut-être Philippe n'aimait pas du tout les femmes. Dans la pièce, Philippe et Richard Cœur de Lion sont en fait amants. Mais y a-t-il une part de vérité dans cette théorie? Il y a quelque chose dans les archives qui a fait réfléchir certains historiens. Apparemment, les 2 rois ont passé au moins une nuit ensemble dans le même lit. D'un autre côté, certains qualifient cet incident davantage de coup politique pour unifier la France et l'Angleterre, et l'ont même comparé à une séance photo. En septembre 1222, Philippe tomba malade, pensant que c'était la fin.
il rédigea son testament. Sa maladie se prolongea jusqu'à l'année suivante, et sa fièvre s'aggrava avec la chaleur intense de l'été. Lorsqu'il commença à se sentir un peu mieux, il décida de faire un voyage à Paris. Il mourut pendant le trajet à l'âge de 58 ans. Avant de mourir, Philippe eut l'occasion de parler à son fils et futur roi, Louis VIII. Il dit à son fils de bien traiter Ingeborg. Grâce à ce message d'adieu, Ingeborg put au moins profiter de ses dernières années. Elle avait été captive pendant 20 ans et vivait désormais comme la reine légitime de France. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, likez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour encore plus de faits incroyables sur tout.